Bonjour à tous dans cette activité sur la PAC et l'environnement. Cette activité appartient au cours sur l'histoire de la PAC. L'objectif, c'est de vous proposer ici de revenir sur la place de l'environnement dans l'histoire de la PAC. La première PAC de 1962 ne mentionnait aucun objectif environnemental. Il s'agissait de produire plus par hectare et par agriculteur pour nourrir l'Europe. Le système des prix garantis a incité les agriculteurs à intensifier leur production le plus souvent par le recours à la mécanisation, aux intrants de synthèse et à l'irrigation. Vous le voyez sur ce graphique qui montre la croissance très rapide de l'utilisation des engrais dans l'après-guerre et jusqu'en 1992. Notez que le ralentissement de 1973 est lié à la première crise pétrolière qui avait fait exploser les prix des engrais pendant quelques années. Les agriculteurs ont également raccourci les rotations pour augmenter les surfaces consacrées aux productions dont le prix était garanti et élevé au détriment de cultures mineures non soutenues comme les légumineuses. Or, ces cultures mineures jouent un rôle important dans l'entretien de la fertilité des sols. Ils ont aussi cherché à augmenter leur surface cultivable au détriment des infrastructures naturelles comme les bosquets, les mares, les bois, qui jouait pourtant un rôle important dans le maintien d'une biodiversité naturelle auxiliaire, contribuant ainsi à lutter contre certaines maladies et certains ravageurs. Enfin, le système de prix garanti diminue le risque d'un système de production très spécialisé en éliminant le risque prix et amplifie les avantages liés aux économies d'échelle. Le soutien des prix s'est ainsi traduit par un abandon progressif des systèmes de polyculture-élevage. Des dynamiques de spécialisation régionale se sont engagées, par exemple le lait en Normandie, les grandes cultures dans le centre, le maïs en Aquitaine. Enfin, un fort développement des surfaces en céréales et oléoprotéagineux s'est fait au détriment des prairies. La politique de soutien des prix a donc conduit à concentrer l'activité agricole dans les régions à plus fort potentiel. Pour maintenir tout de même une activité agricole dans les zones dites défavorisées, des mesures ont été mises en place dès 1975. C'est avec la directive relative aux zones agricoles défavorisées que les fonctions non directement marchandes remplies par l'agriculture sont pour la première fois prises en compte. Il faut souligner que les zones défavorisées ont été définies en premier lieu pour entretenir les espaces ruraux et lutter contre la déprise. L'objectif environnemental n'a été mentionné dans le règlement de développement rural qu'en 1999. Pour faire face aux excédents engendrés par la politique des prix garantis élevés, sont mis en place en 1984 les quotas laitiers. Instaurer des quotas, c'est créer des droits à produire qui sont ensuite répartis entre les agriculteurs, le plus souvent sur la base de leur production passée. Cette politique de contingentement a eu des conséquences indirectes sur l'environnement. Elle a évidemment limité la production et donc le nombre de vaches par rapport à une situation sans intervention. Elle a aussi incité les éleveurs à rechercher des marges les plus élevées. Ne pouvant plus augmenter leurs profits par l'agrandissement de leurs troupeaux à cause des quotas, les éleveurs ont dû jouer sur la réduction des coûts unitaires de production. Cela s'est traduit par une tendance à l'intensification de la production laitière. Cette tendance a été plus marquée dans les pays qui ont choisi de laisser une grande liberté dans le marché des quotas. Quant à la France, elle a choisi d'encadrer le marché. Elle a restreint les droits à échanger les quotas entre départements afin de maintenir le potentiel de production dans les régions ayant moins d'avantages comparatifs et ainsi éviter que la production ne se concentre trop dans certaines régions. Les effets environnementaux d'une politique de contingentement du lait sont donc très variables en fonction des choix de mise en œuvre. Si l'intensification agricole s'accompagne d'une concentration de la production, les risques sont plus grands de faire face à des excédents d'effluents qui ne trouvent pas de terrain d'épandage suffisant, à des problèmes de chargement élevés à l'hectare, entraînant surpâturage et piétinement, et à la multiplication des élevages hors sol, très dépendants de l'alimentation du bétail importé. En France, le maintien obligatoire des quotas dans les zones de production extensive, comme en zone de montagne ou de piémont,
a permis de mieux répartir les zones d'épandage d'effluents sur le territoire, de maintenir des paysages ouverts et des pâturages entretenus. À partir de 1992, on passe progressivement d'un système de prix garanti à un système d'aide directe aux revenus. En 2003, les aides sont découplées. Elles ne sont pas versées en fonction des rendements et sont accompagnées d'une reconnexion des prix intérieurs avec les prix du marché, souvent volatiles. Elles ont donc réduit les incitations à l'intensification et réintroduit un intérêt pour la diversification des cultures qui permet de mieux faire face aux risques de marché. Comme ce sont désormais les surfaces qui sont primées et non plus les quantités produites, les aides directes créent des incitations à s'agrandir, à s'assurer que l'ensemble de sa surface arable est éligible aux aides et à supprimer les éléments de paysage comme les arbres, les bosquets, les mares, qui sont déduits du décompte de la surface. Une des autres mesures fortes de la réforme McSharry de 1992 est l'introduction du gel des terres, obligeant chaque agriculteur à mettre en jachère chaque année 15% de sa surface arable. L'objectif premier du gel des terres est d'éviter la surproduction, en réduisant la part de SAU, de surface agricole utile, allouée aux cultures. Mais la mise en jachère participe aussi à la diversification des paysages, en créant de nouveaux habitats, même temporaires, pour les espèces animales et végétales. Enfin, les terres en gel n'étant pas cultivées, ces dernières ne font l'objet d'aucun traitement chimique ou fertilisant. Les mesures agro-environnementales, les MAE, sont également introduites par la réforme de 1992. Les MAE sont principalement ciblées sur les enjeux de protection des sols, des ressources en eau et des habitats. En France, une très large part des soutiens agro-environnementaux a été allouée aux différentes versions de la prime à l'herbe jusqu'en 2014. Cette prime avait pour principal objectif le maintien des systèmes d'élevage extensif en offrant une aide quasi inconditionnelle par hectare de pâturage. Le reste de ces soutiens était destiné à des contrats agro-environnementaux, d'abord construits à l'échelle du système d'exploitation, puis recentrés à l'échelle des parcelles de 2007 à 2013. Globalement, la logique des contrats agro-environnementaux est fondée sur des obligations de moyens, par exemple l'engagement à mobiliser telle ou telle pratique. Elle n'est pas basée sur des obligations de résultats, comme par exemple l'amélioration de la qualité de l'eau. Beaucoup plus difficile à mesurer à l'échelle annuelle et dépendant le plus souvent d'événements extérieurs au choix de l'agriculteur, comme les conditions climatiques ou les pratiques agricoles des voisins. Ces contrats sont volontaires et les agriculteurs s'engagent pour une durée de 5 ans à respecter les engagements pris. Cependant, l'efficacité de ces mesures a été très décevante, notamment car les agriculteurs s'y sont peu engagés, ou ont seulement adopté les mesures rémunératrices, mais peu contraignantes, et qui n'ont créé que peu de bénéfices environnementaux. La réforme de 1999 donne naissance au deuxième pilier de la PAC, destiné au développement rural et à l'environnement. Ce deuxième pilier est cofinancé par les États membres. Il rassemble un certain nombre de mesures, y compris des mesures pour l'environnement, comme la conversion à l'agriculture biologique, la mesure pour les zones défavorisées dont on a parlé précédemment et qui s'appelle désormais l'ICHN, pour indemnité compensatoire au handicap naturel, ou encore les MAE qui ont été introduites dès 1992. La PAC est de nouveau révisée en 2003, lors de l'accord du Luxembourg. Cette réforme marque l'introduction de la conditionnalité et d'un découplage total des aides aux agriculteurs. À noter que cette réforme est entrée en France en vigueur en 2006. À partir de 2003, les aides directes sont associées à l'obligation de respect de la conditionnalité. Elles reposent sur le respect de directives européennes relatives à la protection de l'environnement, dont les directives Habitat, Nitrates et Oiseaux, ainsi que sur le principe de bonnes conditions agricoles et environnementales, les BCAE. Les BCAE sont définis à l'échelle des États membres et sont donc plus ou moins exigeantes. Ce dispositif, spécifiquement dédié à l'environnement, cible en premier lieu la protection et la structure des sols, mais aussi la préservation des habitats, des paysages ou encore la protection et la gestion de la ressource en eau. Il ne s'applique qu'aux bénéficiaires de la PAC, qui restent sous le coup d'une sanction sous forme de réduction des aides en cas de manquement grave aux règles établies.
La conditionnalité s'apparente à un nouveau pas en avant dans la prise en compte de l'environnement, qui plus est dans le premier pilier de la PAC. Cependant, elle s'avère peu efficace en raison d'un système de contrôle limité, de sanctions peu dissuasives, d'une déconnexion entre le montant attribué et la production réelle de biens publics. 2014 marque un autre tournant environnemental. Il est décidé que 30% de l'enveloppe des aides directes versées aux agriculteurs soit conditionnée au respect de 3 pratiques favorables à l'environnement et qui sont les mêmes pour tous les agriculteurs européens. C'est le verdissement de la PAC. Le verdissement, c'est 3 mesures à respecter. La diversification des cultures, c'est-à-dire cultiver au moins 3 cultures si la surface en céréales et oléoprotéagineuses est supérieure à 30 hectares. C'est le maintien des pâturages permanents avec une référence de surface en 2015. Et c'est aussi le maintien ou la réhabilitation de 5% de la surface arable de l'exploitation en SIE, en surface d'intérêt écologique, comme les haies, les talus, jachères, mares, etc., si la surface arable est supérieure à 15 hectares. Au final, le verdissement a eu peu ou pas d'effet, en tout cas auprès des agriculteurs français. En ce qui concerne la mesure de diversification, 94% des exploitations agricoles françaises pratiquaient déjà la diversification. De plus, une exemption a été permise pour les producteurs de maïs et donc la diversification n'a pas permis de limiter la monoculture de maïs en Aquitaine par exemple. Sur la mesure de non-retournement des prairies permanentes, en fait, elle était déjà mise en œuvre en France dans le cadre de la conditionnalité. Elle contribue néanmoins à la marge à freiner la céréalisation. Enfin, pour la mesure des surfaces d'intérêt écologique, les SIE, les cultures de légumineuses ont été ajoutées comme surfaces éligibles, pouvant être considérées comme SIE. En 2018, quel est le bilan? La société réclame une nourriture plus saine, avec moins de pesticides et une agriculture qui respecte mieux l'environnement. Mais le dispositif de verdissement mis en place par la PAC en 2014 n'a convaincu ni les agriculteurs, qui vivent les mesures vertes comme une contrainte inutile, ni les défenseurs de l'environnement, qui estiment qu'elles ne sont pas efficaces. La Commission européenne réfléchit à d'autres manières de faire évoluer la PAC pour essayer de réduire l'impact négatif de l'agriculture sur l'environnement. Merci pour votre attention. Le cours 3 continue avec l'activité 7 sur la réforme de 2003 et qui présente le découplage des aides agricoles.